Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Tué sur un parking pour avoir défendu une amie. Une enquête de Mathieu Fourquet. Le téléphone vibre. La voiture commandée sur l'application Uber est arrivée en bas de l'immeuble. Martin Darré enfile sa veste et interroge une dernière fois sa sœur. Oh, t'es sûr que tu veux pas venir ? Non, je suis crevée, je vais me coucher. Passe une bonne soirée. Il est déjà minuit, ce 30 avril. Pauline, infirmière de métier, a eu une longue journée. Elle décline la proposition et laisse son frère sortir sans elle. Martin dévale l'escalier. Le reste de la bande est déjà sur le trottoir et tout le monde embarque dans le véhicule. Direction le centre de Toulon. À 24 ans, Martin n'est pas spécialement fêtard. Toute la journée, il enfile des câbles dans des conduits pour le compte d'un opérateur télécom. Le soir, il est souvent fatigué et préfère rester peinard dans l'appartement de sa sœur où il loge pour le moment. Mais cette semaine, une copine du Calaisis dont il est originaire est descendue spécialement du Nord pour les voir. Et elle n'a pas fait tout ce chemin pour dormir. Elle veut du son, de la chaleur, l'animation des nuits méridionales. Alors, en cette veille du 1er mai, Martin a accepté de l'emmener en boîte avec quelques potes. À l'arrière du Uber, tout le monde plaisante. Martin, bonne bouille sous une chevelure drue, affiche un sourire décontracté. Les trajets tassés dans une voiture, ce n'est pas spécialement son truc non plus. Son bonheur, ce serait plutôt enduro sur les dunes du Touquet ou promenade à la voile avec son beau-frère au large de Cassis. Mais s'il faut en passer par là pour aller se déhancher sous les spotlights, alors pas de problème. Martin est du genre bon copain, toujours disponible, jamais contrariant. Prévenant, il a en outre pris une précaution assez futée. Pour être certain que les filles ne soient pas importunées durant la soirée, il a choisi une boîte bien particulière. Depuis 30 ans, le Boys Paradise est un des clubs gays les plus connus de Toulon. Son entrée est sévèrement gardée par des vigiles qui ne plaisantent pas avec la sécurité. À l'intérieur, on danse sur de l'électro tout public dans une ambiance bon enfant. Rien de choquant, rien d'agressif. Évidemment, ce n'est pas ici que Martin, hétéro-célibataire, risque de croiser la femme de sa vie. Mais tant pis, la tranquillité de ses amis mérite bien ce sacrifice. La voiture se gare au coin de 2 rues à 500 mètres de l'Arsenal. Une enseigne au néon rose éclaire une porte à 2 battants de tôle inox. Voilà le Boys Paradise. Toute la bande s'extrait du véhicule et passe le contrôle vigilant du physio. À l'intérieur, les lasers clignotent, les basses sont lourdes et la piste est dégagée. La suite de la nuit s'annonce excellente. Le petit groupe qui a déjà bu quelques verres commande une bouteille. Martin fait rire les uns et les autres. Accro aux baignades en bord de mer, il nage ce soir avec aisance dans le halo bleu des stroboscopes. Il se détend. Il laisse le rythme l'envelopper jusqu'à un incident idiot. Un groupe de copines qu'il connaît se joint à sa petite bande. Un garçon tout jeune, qu'il n'a en revanche jamais vu, s'intéresse à l'une d'elles. L'inconnu sourit à sa copine, l'aborde, lui parle, la colle. La fille essaye de lui faire comprendre qu'elle n'est pas intéressée, mais le mec insiste et devient pénible. Quand Martin et ses copains s'aperçoivent du problème, ils lui demandent avec fermeté d'aller voir ailleurs. Bon, tu lâches l'affaire, je crois qu'elle a été assez claire, non ? Oh, de quoi tu te mêles ? Tu me cherches ? Lâche l'affaire, je te dis, elle est pas intéressée. Alors tu vas jouer plus loin et tu la laisses tranquille, ok ? Pendant quelques secondes, les regards se croisent, hostiles, électriques. On se défie d'une posture, d'un mouvement du menton ou de l'épaule. On se jauge. Puis l'inconnu semble se résigner. Il s'éloigne. La fête reprend. Si même dans une boîte gay, les filles ne peuvent pas être tranquilles. Martin a oublié l'incident quand, vers 5 heures du matin, toute la bande décide de rentrer et ressort dans la rue.
C'est alors qu'une voiture lancée à pleine vitesse lui fonce droit dessus, prenant la rue à contresens. Heurté par un rétroviseur, un des membres du groupe s'écarte de justesse. Mais il est complètement taré, ce mec! Putain, mais tu l'as pas reconnu, c'est le bâtard de tout à l'heure. Bourré, et surtout vexé à mort, le dragueur et conduit attendait vraisemblablement son heure pour se venger de ceux qui ont osé le recadrer. Alors il s'offre une petite séance de corrida urbaine, en faisant vrombir son moteur au ras des trottoirs. Martin et ses copains lui répondent, comme il se doit, avec une bordée d'injures. Mais le conducteur prend encore plus la mouche. Il enclenche la marche arrière et fonce dans le tas. Son pare-choc percute 2 personnes qui sautent comme des quilles sur une piste de bowling. Puis il prend la fuite, laissant derrière lui Martin et son ami Teddy couchés sur la chaussée. Le drame a été d'une rapidité fulgurante. Teddy, 31 ans, originaire de Calais lui aussi, sera sauvé de justesse. Mais Martin ne verra pas le soleil se lever sur Toulon. À 5h45, les secours le déclarent mort. 1 heure plus tard, le chauffard, un garçon de 21 ans, est arrêté chez lui, à Sifour-les-Plages. Son numéro d'immatriculation sur les images de vidéosurveillance l'a trahi. En garde à vue, il explique qu'il n'a renversé personne volontairement, invoquant une simple erreur de pilotage. Mais évidemment, on ne le croit pas. Déjà connu des services de police, il est mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Et bien que présumé innocent, il est placé en détention à la Farled, le centre pénitentiaire de Toulon. Depuis le drame, les collègues de Martin ont planté un olivier devant l'entrée de leur entreprise en sa mémoire. Une manière de rappeler que le Calaisien s'était enraciné dans le Var. En septembre, il comptait y trouver un logement à lui, avec un copain militaire qui devait être affecté à Toulon. Martin pensait y vivre, pas y mourir. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés. Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Battu à mort par son père. Une enquête d'Axel Vigneux. Je le savais. En cette veille de printemps à Berngate, petite ville de la côte est américaine, Brina Micciolo est à la fois soulagée et bouleversée. Soulagée parce que son fils de 6 ans vient enfin de lui livrer un secret qu'il gardait sur le cœur. Bouleversée parce que les mots de l'enfant sont terrifiants. Un week-end sur 2, Corey va chez son papa, Christopher Gregor, un grand costaud de 31 ans. En théorie, cela devrait être l'occasion de s'éclater entre hommes. Mais à chaque fois qu'il revient, le petit garçon n'a plus ses yeux rieurs habituels. Il est triste et renfermé, et sa mère lui découvre systématiquement d'étranges marques sur le corps, bleues et éraflures. Voilà des mois que la jolie brune tente de comprendre et le bombarde de questions. Mais Corey reste mutique. Un jour, qu'elle l'a trouvé avec la joue enflée et la lèvre ouverte, elle a même pris une photo pour l'envoyer aux services sociaux en leur demandant la marche à suivre. Mais on n'a même pas pris la peine de lui répondre. Alors, bien sûr, elle a demandé à Christopher, son ex et père du petit, de quoi il en retournait. Mais ce dernier a toujours une bonne raison pour expliquer les bobos de son fils. Un hématome sur le tibia? Juste un coup de pied pendant une partie de foot. Une bosse sur le front? Il a dû se cogner en jouant aux petites voitures. Sauf que ce 20 mars 2021, le barrage des non-dits cède enfin. Alors que pour la énième fois, la mère demande à son enfant comment il s'est fait cette échymose, le petit rassemble tout son courage et répond. Corey, il faut que tu me dises ce qui t'est arrivé. C'est papa qui t'a fait ça?
Papa m'a fait courir sur le tapis de course parce qu'il me trouvait gros. Mais c'est n'importe quoi. Tu n'as pas 1 gramme de graisse. Dis-moi, c'est pas en courant que tu t'es fait tous ces bleus? Ah si, parce que ça allait très vite et je suis tombée plusieurs fois. Je me suis cognée partout et papa il voulait pas que j'arrête. Alors j'ai été obligée de courir encore. Brina découvre ensuite qu'il existe en ligne une vidéo de cette séance. Les images sont atterrantes. On ne peut pas parler de fitness ni d'exercice, mais d'un véritable entraînement militaire, voire d'une séance de torture. Christopher, intraitable, fait courir son gosse jusqu'à l'épuisement. Plus vite, plus fort. Et à son ton d'adjudant-chef lorsqu'il aboie sur le petit, on devine les sanctions prévues s'il faiblit. Outrée, Brina écrit à nouveau à la protection de l'enfance en joignant à son courrier un lien de la vidéo. Mais encore une fois, personne ne prend la peine de lui répondre. Le 31 mars, après avoir constaté de nouvelles ecchymoses sur le corps du jeune supplicié, elle décide de passer à la vitesse supérieure. Elle adresse une demande urgente de garde exclusive auprès du juge des affaires familiales en expliquant qu'elle a peur pour la vie de son enfant. Mais la réponse tombe aussi sec dès le lendemain. Demande rejetée. Le soir même, elle emmène Corey consulter un médecin spécialisé pour qu'il y ait au moins un relevé officiel des marques constatées sur son corps. Bon, écoutez, je ne vois rien d'alarmant. Alors oui, je peux constater quelques bleus certainement consécutifs à sa chute sur le tapis de course, comme vous me l'avez expliqué, mais les radios ne montrent aucune lésion interne. Alors, je tiens à vous rassurer, Madame Micciolo, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Par ailleurs, je trouve que l'état de santé de Corey est plutôt satisfaisant. Ne dites pas à papa que c'est moi qui vous ai raconté ça. Mais non, mon chéri. Personne ne dira rien à papa. Mais enfin, docteur, vous voyez bien qu'il se passe quelque chose d'anormal. Madame Micciolo, mon travail s'arrête aux constatations médicales. Je ne suis pas du tout compétent pour juger des relations que votre ex-compagnon entretient avec votre fils. Je vous recommande de vous adresser aux services sociaux. Je l'ai fait, mais ils ne prennent pas ma demande au sérieux. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire pour vous. L'enfant est clairement terrifié. Demain, il doit retourner chez son tortionnaire. 2 avril 2021. Il est un peu plus de 15h30 quand Christopher Gregor franchit les portes de l'hôpital de Stafford, son fils dans les bras. On dirait une poupée de chiffon. Quand je suis venu le réveiller après sa sieste, Explique l'homme aux urgentistes. je l'ai trouvé confus et nauséeux. Il n'arrivait plus à parler, il s'est mis à vomir et il s'est évanoui. Après une brève auscultation, l'infirmier de service comprend l'urgence de la situation. Corey respire mal, il est en train d'agoniser. Mais curieusement, 2 pas en retrait, Christopher demeure calme et froid. Immédiatement, tous les soignants présents se mobilisent. L'enfant est envoyé au scanner, plusieurs médecins tentent une stimulation cardiaque. C'est la panique. Mais l'état du petit garçon se dégrade irrémédiablement. Et il est soudain pris de violentes convulsions. À 17h03, c'est la catastrophe ultime. Corey inspire une dernière bouffée d'air, et puis plus rien. Plus un souffle ne franchit ses lèvres. Le pauvre enfant est mort. Une autopsie est ordonnée. Elle révèle que l'enfant est décédé des suites d'un traumatisme contondant. L'expert relève en outre des contusions cardiaques et hépatiques, une inflammation aiguë et une septicémie. Corey a été battu à mort. Mais l'examen révèle aussi des traces de coups plus anciennes. Comment le médecin spécialisé consulté l'avant-veille n'a-t-il rien vu de tout cela? Mystère. Mais l'épouvantable constat est désormais bien là, et une enquête pour homicide est ouverte. Alors que Brina, anéantie, n'a même pas la force de s'exprimer, on retrouve un de ses anciens messages adressés à la protection de l'enfance en avril 2020 qui parle à sa place. Je vous ai écrit vendredi pour dénoncer les mauvais traitements subis par mon fils, mais personne ne veut enquêter. Écrivait-elle alors. Corey me dit que son père le frappe. Il souffre, il a du mal à bouger et j'ai peur qu'il ait besoin de soins médicaux. Quelqu'un va-t-il faire quelque chose pour lui ou allons-nous laisser son père continuer à lui faire du mal? S'il vous plaît, revenez vers moi. Merci. Ces mots ont été écrits 1 an avant la tragédie. Mais personne n'est jamais revenu vers elle. Fin avril, 3 ans après les faits,
Christopher Gregor comparaissait enfin devant la justice américaine. Très à l'aise sous son beau costume, le grand blond aux yeux clairs a d'abord méthodiquement nié les faits, rejetant d'un haussement d'épaule toute accusation de maltraitance. Puis le juge a ordonné la projection de la fameuse vidéo du tapis de course. Alors que les premières images apparaissent à l'écran, toute la salle se fige. Corey est en survêtement. Son père se tient à côté du tapis roulant qui tourne à une vitesse soutenue. L'enfant fait ce qu'il peut pour tenir la cadence, mais ses petites jambes n'arrivent pas à suivre le rythme. Plusieurs fois, il tombe et se retrouve éjecté du tapis. Mais à chaque fois, son père le ramasse comme un vulgaire sac et le remet brutalement en position. On le voit même mordre le crâne du petit pour l'obliger à se maintenir debout. Corey doit courir encore et encore jusqu'à la prochaine chute. Il n'y a strictement aucun amour dans les gestes de l'adulte. Tout ce qu'il y a à voir dans ces images, c'est une horrible séance de torture. Comment un père peut-il en arriver là ? L'enquête révèle que Christopher Gregor n'a jamais voulu de cet enfant, fruit d'une liaison de jeunesse passagère. Corey avait déjà 5 ans lorsqu'il l'a reconnue. Mais ce qu'elle révèle également, c'est la double personnalité de l'accusé. Ancienne star du football du lycée, ancien soldat décoré plusieurs fois, l'homme dissimule une face plus sombre. Depuis sa retraite de l'armée, il a été mis en cause une 12aine de fois dans des affaires de vol, destruction de biens et violence. Il faut croire que détruire la vie d'un enfant était également dans ses cordes. Pour avoir refusé de plaider coupable, Christopher Gregor risque aujourd'hui la prison à vie. Et aux États-Unis, ce ne sont pas des mots en l'air. Mais qu'il se rassure, il y aura sûrement un tapis de course à la salle de sport du pénitencier. Il aura tout le temps de courir jusqu'à son dernier souffle. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés. Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente « Il avoue le double meurtre la veille de sa mort ». Une enquête d'Axel Vigneux. À 84 ans, Larry a une santé très déclinante et il aimerait bien qu'on lui fiche la paix. Au fond de son lit médicalisé, il semble interroger du regard son aide-soignante. Pourquoi ces messieurs du FBI le harcèlent-ils de questions ? N'ont-ils aucune pitié pour son grand âge et sa tête qui déraille ? Pourquoi veulent-ils remuer son passé le plus douloureux ? En ce jour d'automne 2023, à Beckley, petite ville de Virginie-Occidentale, le vieillard semble surtout effrayé à l'idée de trop en dire. Alors, face aux enquêteurs, il surjoue un peu ses trous de mémoire. Quand ma femme a disparu, nous étions mariés depuis... je ne sais plus... C'était quand déjà ? Monsieur Webb, nous avons bien conscience que vous êtes âgé. Mais ce ne sont pas des dates qu'on oublie facilement. Je suis désolé, lieutenant, mais je perds la tête en ce moment. Pour les policiers, la partie s'annonce difficile. Mais hors de question pour eux de se laisser embobiner et encore moins de lâcher le morceau. Alzheimer a parfois bon dos. Pour comprendre l'affaire qui les amène, il faut remonter en l'an 2000. La disparue dont il va être question est une certaine Suzanne Carter. À l'époque, elle est déjà mariée et mère d'une petite fille de 10 ans. C'est là qu'elle rencontre Larry Webb et décide de refaire sa vie avec lui. Rien que du classique, sauf que son mari légitime n'apprécie guère la manœuvre. Divorce, avocat, au sein du couple en pleine implosion, la guerre est déclarée. Rick, le mari et papa de la petite, redoute plus que tout qu'on lui arrache son enfant. Il entame alors une procédure pour en réclamer la garde. Plusieurs réunions de médiation ont lieu qui ne débouchent sur aucun accord.
Je crois que t'as pas bien compris. Tu ne reverras jamais ta fille. Lui crache Suzanne sans demi-mesure. Tu ne peux pas faire ça, je suis son père. Je te préviens, je vais me battre. Tu ne pourras pas me l'enlever. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Dans la foulée, elle interdit à la gamine de prendre son père au téléphone. Et bien sûr, elle refuse de lui confier, ne serait-ce que pour un week-end. Désespéré, Rick se met à paniquer. A-t-il perdu la chair de sa chair pour toujours ? 8 août 2000. Voilà des jours que Rick tente en vain de joindre son enfant prénommée Natacha. Ne plus la voir, ne plus entendre sa voix, lui sont insupportables. À court de solutions, il décide de se rendre directement au nouveau domicile de Suzanne dans l'espoir d'au moins apercevoir sa fille. Mais chez Larry Webb, personne. Désemparé, il se rend ensuite au commissariat pour signaler la disparition de sa fille. Il n'imagine pas dans quel engrenage il vient de mettre le doigt. Alors qu'il attendait de l'aide, les policiers le soupçonnent aussitôt d'avoir commis l'irréparable. Le mari abandonné qui s'en prend à son ex et à sa progéniture, ça s'est déjà vu. L'homme a toutes les peines du monde à prouver sa bonne foi. Mais même après avoir démontré qu'il est un père modèle, son problème n'est en rien résolu. Où est Natacha ? Comme Larry Webb, le nouveau compagnon de Suzanne, était en déplacement ces derniers temps, les policiers soupçonnent alors la mère de famille d'avoir elle-même enlevé sa fille. Comme ça, plus de débat sur la question de la garde. Il faut absolument les retrouver toutes les deux. Un mandat d'arrêt pour enlèvement est délivré contre Suzanne Carter et un double avis de recherche est diffusé dans tout le pays. Mais mère et fille restent introuvables. Je ne comprends pas. C'est comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. Pleure la grand-mère de Natacha. Au fond du gouffre, Larry n'a d'autre choix que d'apprendre à vivre seul. Il va demeurer comme cela 25 ans sans aucune réponse à ses questions, jusqu'à ce qu'une nouvelle équipe spécialisée dans les cold cases ne reprenne le dossier en main. En 2020, le cas de cette mère de famille évaporée avec son enfant refait surface. On rouvre l'enquête et diffuse un nouvel avis de recherche dans l'espoir de créer le buzz et de réveiller les mémoires. Des photos, vieillies par un logiciel spécialisé, sont éditées. Natacha, qui apparaît sur les images anciennes comme une petite blonde à franges, aurait 32 ans aujourd'hui. Parallèlement, une récompense de $10 000 est offerte pour toute information utile. Et Rick se reprend à espérer. Portant sur l'affaire un regard neuf, les enquêteurs se tournent alors vers Larry Webb et décident d'aller l'interroger directement dans sa maison de retraite. En ce jour d'octobre 2023, on l'a vu, c'est un vieillard décati qu'il découvre, le corps usé jusqu'à la trame et les idées plus très en place. Mais à le voir se dérober devant toutes les questions, il se demande rapidement si l'octogénaire ne se moque pas d'eux. Ils obtiennent l'autorisation de perquisitionner son domicile. Et c'est dans l'ancienne chambre de Natacha qu'ils trouvent l'élément qui leur manquait. Monsieur Webb, comme vous le savez, nous avons procédé à la perquisition de votre maison. Oui, j'ai compris. Mais vous n'avez rien trouvé. D'ailleurs, je ne vois pas comment vous pourriez me soutenir le contraire. Eh bien, détrompez-vous, monsieur Webb. Si nous sommes là, c'est pour une bonne raison. Ah oui ? Mais je suis curieux de l'entendre. Eh bien voilà, ça nous a pris du temps, mais dans l'ancienne chambre de Natacha, nous avons repéré un petit trou. Et nos experts ont pu certifier qu'il s'agissait d'une ancienne trace d'un impact de balle. Ah oui, c'est très étrange. Mais ça ne prouve pas grand-chose. Des armes à feu, tous les foyers en Amérique en possèdent. Et des impacts de balles dans les murs, il doit bien y en avoir des millions. À un détail près, les experts ont pu relever les restes d'un liquide brun séché au fond du trou. Je ne comprends pas. De quoi s'agit-il ? Eh bien, le liquide brun a été analysé. Il s'agit de sang. Le sang de Natacha Lafertise. Le vieillard fait désormais figure de suspect numéro 1. Le problème, c'est que son état de santé se dégrade chaque jour un peu plus. Il faut bientôt le transférer dans un centre de soins palliatifs. Une course contre la montre s'engage alors. Ou plutôt, une course contre la mort.
car bientôt, le vieil homme ne pourra plus parler du tout. Sûrs de leur intuition, les enquêteurs fouillent un peu plus son ancien domicile. Des tranchées sont creusées dans le jardin à grands coups de pelle mécanique, mais rien. Pas une dépouille sous la terre brune. Le 25 octobre 2023, Larry Webb est officiellement inculpé pour le meurtre de son ex-femme et de sa belle-fille. Interpellé dans son lit médicalisé, il est placé en détention au complexe correctionnel de Mount Olive. Les policiers espèrent que ce coup de pression l'incitera à libérer sa conscience. Mais rien à faire. Même traîné de force dans son ancienne propriété, l'octogénaire grabataire se mure derrière sa mémoire défaillante. À ce rythme-là, il va s'éteindre sans avoir livré ses secrets. Le 12 avril dernier, les policiers abattent ce qui s'annonce être leur dernière carte et le placent à nouveau en garde à vue. Et c'est là que, contre toute attente, se sachant aux portes de la mort, Larry Webb parle enfin. Oui, j'ai tué Suzanne d'un coup de revolver. Finit-il par reconnaître de sa voix chevrotante. Je la soupçonnais de m'avoir volé de l'argent. Et j'ai dû tuer la petite aussi, parce qu'elle m'avait vu faire. J'ai mis les 2 corps dans le garage. Et au cours des nuits suivantes, j'aurais creusé une tombe dans un sous-bois de ma propriété. Ses aveux signés, Larry Webb est remis en détention. Mais il n'a pas tout révélé, et notamment pas l'endroit précis où se trouvent les corps. De nouvelles fouilles sont entreprises sur sa vaste propriété. Hélas, le 22 avril, elles n'ont encore rien donné lorsqu'à 10h30 du matin, le vieillard rend son dernier souffle. Dans le rang des enquêteurs, c'est l'abattement, mais hors de question pour eux de s'arrêter si près du but. Alors, ils continuent de sonder les pelouses et les sous-bois du domaine, centimètre par centimètre. Et à 16h30, c'est enfin la délivrance. 6 heures après la mort de leur assassin, les corps de Suzanne et de Natasha sont retrouvés, enterrés peu profondément dans l'arrière-cour de la maison. Il n'y aura plus de procès, bien sûr, mais au moins, la vérité est là, sous la forme d'ossements presque désintégrés par 24 ans d'enfouissement. Rick Lafferty, le papa de Natasha, s'est exprimé le lendemain devant la presse. C'est un jour triste, mais aussi un jour heureux, car je peux enfin ramener mon enfant à la maison. Je voudrais adresser ce message à toutes les personnes dans ma situation. Ne perdez jamais espoir. N'abandonnez jamais. Le pauvre homme s'était presque résigné à ne jamais savoir ce qui était arrivé à son enfant. Mais en matière criminelle comme en matière de mémoire défaillante, le pire n'est jamais certain. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés. Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente une mère de famille abattue par sa fille. Une enquête d'Axel Vigneux. T'as déjà vu un cadavre ? Bah non, ça va pas. La question laisse Kate perplexe. L'adolescente de 14 ans arrive tout juste chez son amie Carly, une petite brunette rondelette du même âge qui lui a demandé de venir en urgence. Et tout de suite, cette question. S'agit-il d'une mauvaise blague ? Les 2 copines de collège s'engagent dans la maison, direction la chambre parentale. À peine entrée dans la pièce, Kate pousse un long cri d'horreur. La mère de Carly, Ashley, est étendue au sol, défigurée, ses yeux bleus éteints, sa longue chevelure blonde tachée de sang. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai mis 3 balles dans la tête. Explique Carly comme si elle racontait ses dernières vacances. Et j'en ai encore 3 en réserve pour mon beau-père. Ce sera 2 dans la tête, 1 dans la poitrine. Sur le point de s'évanouir, Kate tourne les talons et ressort en chancelant de la coquette maison de briques,
située en périphérie de la petite ville de Brandon, Mississippi. En état de choc, elle se retrouve incapable de bouger ou de prononcer le moindre mot. Sa copine a abattu sa mère, sympathique prof de maths dans le lycée du coin. Et le pire, c'est qu'elle n'entend pas s'arrêter là. Le beau-père de Carly, auquel elle dit réserver le même sort, c'est Is, 38 ans. Elle disait pourtant bien l'aimer quand il a débarqué dans le paysage. Sa mère se remettait alors tout juste de la perte d'une petite fille née mal formée. Il a été là pour elle et ne s'est pas imposé. Puis il l'a épousée. Carly, adolescente facile à vivre et élève brillante, lui en a été très reconnaissante. Mais en ce 19 mars 2024, elle a visiblement changé d'avis. Ce soir-là, il est tout juste 17h quand Smiley arrive à la maison après une longue journée de travail. La porte à peine passée, il se retrouve nez à nez avec l'œil noir d'un revolver. Carly a le doigt sur la gâchette et l'air plus déterminé que jamais. Carly ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Sans dire un mot, elle fait feu. Dans un réflexe, Is parvient à faire un pas de côté et prend la balle dans l'épaule. Puis c'est sur sa belle-fille qu'il se jette. Les yeux de Carly étaient grands ouverts, comme si elle était possédée, comme si elle avait vu le diable. Au terme d'un bref corps à corps, il réussit à maîtriser la gamine et à s'emparer de son arme. D'une ruade, Carly se libère alors et s'enfuit. 17h07. Le téléphone sonne au bureau du shérif du comté de Rankin. Bureau du shérif, j'écoute. Venez vite! Ma belle-fille m'a tiré dessus. Ma femme est morte. Calmez-vous, monsieur. Que s'est-il passé? Mais je viens de vous le dire. Ma belle-fille a tué sa mère et elle a failli me buter aussi. J'ai pris une balle dans l'épaule. Est-ce qu'elle est toujours armée? Non, j'ai réussi à la désarmer, mais elle a pris la fuite. Ok. Dites-moi où vous habitez. 214 Ashton Way. Très bien. Restez sur place, nous arrivons le plus vite possible. La patrouille fonce à l'adresse indiquée, suivie par les pompiers et une ambulance. Sur place, il n'y a plus rien à faire pour la femme dans la chambre. Ashley Smiley est morte. 3 balles dans la tête. Les policiers peinent pourtant à croire ce que raconte son compagnon blessé. Une adolescente en fuite? N'est-ce pas plutôt lui qui a abattu sa femme? Suspicieux, il l'emmène à l'hôpital sous bonne escorte. Il va falloir éclaircir tout cela. Le soir même, il est facilement établi que le mari n'a pas menti. Les 3 caméras de sécurité de la maison ont tout filmé. Elles révèlent un scénario effroyable. Sur les images d'extérieur, on voit Ashley et sa fille rentrer ensemble en fin d'après-midi. L'adolescente porte un t-shirt noir trop grand, un pantalon noir et des chaussures noires. Sur les images filmées depuis la cuisine, on voit ensuite la mère de famille rentrer prestement dans la chambre de son ado, pendant que Carly elle-même joue avec les chiens dans le jardin. Quand elle revient à l'intérieur, elle a les mains dans le dos, comme si elle cachait quelque chose. Elle se met à suivre sa mère de pièce en pièce. Alors qu'Ashley vient de pénétrer dans sa propre chambre, un premier coup de feu retentit, suivi d'un cri. Puis 2 autres détonations claquent. Carly réapparaît dans la cuisine où elle dépose un objet lourd sur le comptoir. Elle s'empare alors du téléphone de sa mère et pianote frénétiquement sur l'écran. Elle rédige en réalité un texto à l'adresse de son beau-père. À quelle heure tu rentres? La suite, on la connaît. Elle écrit à sa copine Kate pour lui demander de venir. Elle lui montre le cadavre de sa mère, puis elle attend Is derrière la porte et échoue dans sa tentative de l'exécuter à son tour avant de prendre la fuite. Mais pour aller où? Alors que des recherches sont entreprises dans toutes les directions, Carly est repérée à 800 mètres de là, en train de marcher tranquillement dans la rue. Elle se laisse interpeller sans opposer de résistance. L'adolescente semble hors d'elle-même, comme si elle flottait dans une autre dimension. Présentée dès le lendemain devant un juge, elle choisit de plaider non coupable malgré toutes les preuves qui l'accablent. Le magistrat tranche. En dépit de son jeune âge, elle sera jugée comme une adulte.
Il fixe sa caution à $1 million. Ça veut dire que quand on a beaucoup d'argent, on peut tuer quelqu'un et ne pas aller en prison ? Pas sûr que cette apparente naïveté plaide complètement en sa faveur. À moins, bien sûr, que les psychiatres ne la déclarent irresponsable. En effet, il apparaît que depuis quelques mois, Carly prenait du Lexapro, un puissant antidépresseur qu'un médecin lui avait prescrit pour combattre ses phobies sociales. Or, la semaine précédant les faits, elle avait troqué ce médicament pour un autre. Est-ce cette addition de molécules qui lui a retourné le cerveau ? L'hypothèse ne semble pas improbable. Autrefois ouverte sur le monde et enjouée, Carly paraissait taciturne ces derniers temps. Elle avait teint et coupé ses cheveux, ne s'habillait plus que de noir et postait des têtes de mort sur les réseaux sociaux. Elle parlait avec beaucoup de haine des gens qu'elle n'aimait pas, et notamment de sa mère. Témoigne un de ses amis. Elle disait qu'elle allait la tuer. Personne ne l'avait alors prise au sérieux, tant la relation entre ces deux-là avait toujours été au beau fixe. Mais il aurait mieux valu. De la famille Smiley, jusque-là heureuse et unie, ne demeure aujourd'hui qu'une femme au cimetière, une adolescente en prison et un beau-père en détresse. Tout cela serait-il seulement la faute de médicaments trop puissants ? Il reviendra à la justice et aux experts de le déterminer. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés. Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Prison à vie pour le serial castreur. Une enquête d'Axel Vigneux. La gastronomie britannique a mauvaise réputation. Mais attablé devant un bœuf Wellington, on se dit parfois que ce n'est pas mérité. Cependant, ce jour de 2018, dans une cuisine du nord de Londres, la rumeur se confirme. Ce qui se prépare est tout simplement dégueulasse. Transpirant au fourneau, un certain Marius Gustafsson, grand, barbu, obèse, le quadragénaire se pourlèche déjà les babines. Pourtant, ce n'est pas un fish and chips qui grésille dans sa poêle à frire, ni des rognons qu'il retourne à mi-cuisson du bout de sa spatule dans le beurre frémissant. Non, ce sont 2 petites boules de chair fumante, 2 testicules. Et pire encore, 2 testicules humains. Ce ne sont pas les siens. Voilà longtemps qu'il ne les a plus. On l'en a privé au couteau de cuisine. Une opération moins douloureuse en définitive que l'ablation de son pénis, réalisée dans les mêmes conditions. Mais le maître eunuque, comme il aime s'appeler, n'en garde pas moins une tendresse particulière pour cette partie du corps. Avec amour, le voilà d'ailleurs qui retire son petit déjeuner du feu et dispose délicatement les petites boules sur un lit de salade. Comme tout grand chef, Marius Gustafsson sait que le dressage compte pour moitié dans la qualité du plat. Déjà, il saisit son téléphone et photographie son chef-d'œuvre sous tous les angles. Le cliché ira peut-être rejoindre les précédents sur son site internet à succès, baptisé Un Hutchmaker. Car Marius a beau être castré, il a trouvé le bon filon pour se faire des couilles en or. Plus de 22 000 abonnés suivent ses aventures sur la toile. Moyennant 100 livres, la plateforme leur offre vidéos et images de mutilations à volonté, le tout 100% artisanal et, pour ainsi dire, fait maison. En outre, pas de malentendu ici. Ses followers n'ignorent rien de la genèse du projet. Au commencement donc était Gustafsson. En 2016, rendu au célibat, l'épais bonhomme se découvre ce que la science appelle une dysphorie de l'intégrité corporelle. En gros, le besoin irrépressible de se séparer d'une partie de son anatomie. Les amateurs de l'exercice se découpent parfois un mamelon ou un orteil. Mais le plus souvent,
c'est bien à leur appareil génital qu'ils s'en prennent. À la recherche d'un assistant, Marius fait alors appel à un escort boy, Damien, déniché sur Internet. Son tout premier disciple. Sur la vidéo tournée à l'époque, on entend la jeune recrue hésiter à trancher dans le vif. Tu es sûr? Tu sais que tu vas perdre beaucoup de sang? La voix de Gustafsson, ramollie par les anesthésiants mais ferme, lui indique les instructions avec détermination. Je suis prêt et consentant. Donc tu n'as pas à te soucier de ça. Je sais exactement ce qui va se passer. C'est mon désir le plus profond. Alors vas-y, tranche. Très bien. Ce qui doit être fait, peut être fait. Ce film, réservé d'abord à son usage privé, ne tarde pas à lui donner des idées. La séquence est originale et susceptible de trouver un public. Pourquoi ne pas en faire un business? Un Hunchmaker, le faiseur de nuque, qui ne cessera dès lors d'attirer de nouveaux fans. Le message de fond est simple. La castration est le chemin, Marius est le prophète. Qu'il fournisse le tutoriel pour perdre du poids d'un coup de tranchant ou se charge en personne de l'opération, Gustafsson devient le gourou de toute une communauté. Une petite douzaine de disciples passent bientôt sous son scalpel en toute clandestinité. D'autres, qui ne peuvent se payer le voyage jusqu'à Londres, se débrouillent comme ils peuvent à la maison, tandis que Marius les encourage en visio. Allez, tu sais ce qu'il faut faire. Vas-y. Merci de m'assister dans cette transformation, grand maître. Dans quelques minutes, tu feras partie de la grande famille des eunuques. Tu peux en être fier. Une fois la découpe effectuée et dûment validée par le maître, les disciples allégés se voient décerner un badge d'eunuque, Graal de la petite communauté. Mais il n'y a pas que les testicules dans la vie. Et bientôt, Marius décide de voir les choses en plus grand. Un beau jour, l'un de ses nouveaux disciples lui plonge la jambe durant 8 heures dans l'eau glacée. Et Marius se la fera amputer à l'hôpital, récoltant par là même une pension d'invalidité. Voilà l'eunuque en chef unijambiste et un peu plus riche encore. On estime ainsi que durant les 4 années d'exploitation de son site, il aurait empoché la somme de 350 000 €. Le succès de cette belle réussite, savoir varier les plaisirs et les figurants à l'écran. Fin 2019, déboule dans le paysage un certain Matthew. On ignore à peu près tout du profil de ce jeune internaute, sinon qu'il est à l'époque très déprimé. Égaré dans l'existence, c'est en surfant sur le net qu'il découvre le site de Marius. Une révélation pour lui aussi. Il faut dire que les membres de la communauté, même démembrés, forment désormais une vraie petite famille. Il faut voir la fierté qui suinte dans les messages des badgés. Pour un paumé sans repère, cela peut faire envie. Alors Matthew se lance. Du spectateur assidu, il demande à devenir acteur. L'opération est programmée pour septembre. À l'approche du jour J, Matthew frétille de joie. C'est Gustafsson en personne qui va lui découper le scrotum. Seulement, une fois sur le bio, et déjà largement entaillé, le jeune homme regrette un peu son audace. Mais trop tard. À ce stade de la boucherie, ce sont les bourses ou la vie. Attaché, il n'a plus qu'à laisser le maître finir le boulot. Sauf que le maître le finit mal. Une semaine plus tard, Matthew souffre encore. Effondré, il demande à Gustafsson de terminer le travail, proprement cette fois. Une deuxième séance de découpe a donc lieu, filmée, et dont se délectera tout un cénacle d'assistants castrateurs. Un infirmier, un chimiste, un chirurgien gallois, tous clients du site et préalablement badgés. Il y a surtout Marius Gustafsson qui, pour s'épargner un nouvel échec, a décidé de changer de méthode. Bonne nouvelle, Matthew. Tu vas pouvoir étraîner notre nouvel outil. Je sais pas si ça me rassure, mais dites-moi de quoi il s'agit. Une pince Bourdizzo. C'est un outil professionnel qui est utilisé par les vétérinaires pour castrer les bœufs. Tu vas voir. Avec ça, ce sera propre et net. Mais qu'est-ce que vous faites? Couine le malheureux Matthew, tandis qu'on lui dispose la mâchoire métallique entre les cuisses.
Bon, fais-moi confiance, Matthew. Tu es mon super invité ce soir. La douleur fulgurante lui arrache un cri terrible. Mais qu'est-ce que vous faites, putain ? Bugle-t-il de plus belle. Il faudra encore une autre séance pour vraiment finir le travail. Avec à la clé un petit bonus. Pour que le maître signe son œuvre, Matthew a apporté un fer rouge que Marius Gustafsson lui apposera sur le mollet. Un E pour Onutch, un M pour Maker. Comme c'est joli, mais ce sera la fioriture de trop. Car cette dédicace ne règle pas son problème intime pour autant. Matthew se sent berné. Cette fois, souffrant le martyre, il décide d'aller aux urgences et de porter plainte. Jeudi 2 mai 2024, c'est donc un drôle de procès qui s'ouvre devant le tribunal de l'Old Bailey à Londres. Les locaux ne pouvant accueillir de fauteuils roulants, Marius Gustafsson y comparaît en vidéo depuis sa cellule. Mais ses 6 coaccusés sont présents dans la salle. Tandis que des magistrats en perruque exposent les faits, on découvre que dans le frigo d'un disciple, on a retrouvé plusieurs organes génitaux masculins, sagement rangés dans une boîte étiquetée « champignons bolets ». Mais rien de comparable avec le stock de testicules qui encombrait le congélateur de Gustafsson. Quand on sait que son propre pénis mis de côté finissait de momifier au fond d'un tiroir. Restaient encore les choses à qualifier en droit. Cannibalisme, torture, mutilation, vente d'organes. Devant l'addition des articles du code pénal et les images répugnantes associées, les jurys ont fini par vomir leur verdict. Pour Marius Gustafsson, ce sera la prison à vie. Pour ses acolytes, de 4 à 12 ans de détention. C'est un peu long, mais ils auront peut-être la chance de déguster des rognons à la cantine. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés. Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Tué d'un coup de stylo en plein cœur. Une enquête de Sixtine Lepère. Mercredi 8 mai. Peu après 1h du matin, des lueurs bleutées et des bruits de portières réveillent les habitants de la rue des Croix du Feu, dans la tranquille bourgade d'Arlon, au sud de la Belgique. Une ambulance et 4 camionnettes de la police viennent de se garer devant la maison de M. Martini, un sexagénaire d'origine italienne. Mais à l'intérieur, c'est son fils de 38 ans, Claudio, qui les attend. Passablement éméché, il tente vaguement de réanimer sa compagne. Mélissa Ancel gît sur le sol, inconsciente, la poitrine ensanglantée. Ce n'est hélas pas la première fois que Claudio Martini la violente. Mais ce soir, ce n'est pas avec ses poings qu'il l'a cognée. Et le cas n'est pas banal. Laissez-nous, monsieur, on s'en occupe. Allez, massage cardiaque et oxygène, vite! Mais merde, mais faites quelque chose, ça fait 15 minutes que je la masse. Elle a perdu beaucoup de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une blessure à l'arme blanche? Non, c'est pas un couteau. Claudio et Mélissa sont en couple depuis mars 2023. Ils se sont rencontrés durant une cure de désintoxication alcoolique. Ils voulaient remonter la pente ensemble. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. À leur sortie, Mélissa vient s'installer avec sa fille de 11 ans chez Claudio, à Erquelines. Lui, guitariste dans un groupe, est forcément rock'n'roll, mais pas dans le meilleur sens de l'expression. Addict à toutes les défonces, il est connu de la police pour des histoires de beuverie et de stupéfiants. Elle, une jolie brune de 37 ans, est un peu plus sage, mais elle traîne déjà un long passif de problèmes avec l'alcool. Leur vie commune ne tarde pas à faire des étincelles. Les voisins doivent supporter leurs excès, leurs nuisances sonores et leurs engueulades. Bourrés du matin au soir, les deux amants font en permanence un boucan insupportable qui ne s'arrête que lorsqu'ils s'endorment sur leur matelas, posé à même le sol de leur minuscule studio. La fille de Mélissa, heureusement,
est rapidement sorti de cet enfer par les services sociaux qu'il a confié à une famille d'accueil. Il était temps. En octobre 2023, sa mère se retrouve à l'hôpital pour une vilaine blessure à la main. Elle est profonde, cette blessure. Vous avez bien fait de venir aux urgences. En plus, sa main, ça saigne beaucoup. Oui, en effet. Mais comment vous êtes fait ça? Vous êtes passé à travers une vitre? Non, c'est en épluchant des légumes. En épluchant des légumes. Vraiment? Ouais. Le médecin est dubitatif, mais n'insiste pas. On ne saura jamais la vérité. 3 mois plus tard, c'est cette fois Claudio qui se retrouve aux urgences avec un vilain hématome sur la tête. L'homme explique être tombé pendant une crise d'épilepsie. Mais on n'a pas plus envie de le croire. Ces blessures ne seraient-elles pas plutôt des marques de violence conjugale croisées? Questionnée, une amie de Mélissa témoigne. Je me suis toujours dit que tout cela allait mal se terminer. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il la frappait, je le sais, elle me l'a dit. Et elle se défendait. Est-ce que vous avez essayé de l'aider? De la conseiller? Oui, on a demandé plusieurs fois à Claudio de se calmer et de lui foutre la paix. Mais ça ne durait qu'un temps, et après il remettait ça de plus belle. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit que ça allait trop loin? Quand leur studio a pris feu, là je me suis dit qu'il avait franchi une nouvelle étape. Mélissa m'a dit que c'était accidentel, mais franchement personne n'était dupe. Et du coup, qu'ont-ils fait? Le studio était ravagé, inhabitable. Alors ils sont allés s'installer chez le père de Claudio à Arlon. Mais franchement, il n'y avait aucune raison pour que ça s'arrête. J'aurais dû réagir quand il était encore temps. Je m'en veux terriblement. C'est donc à Arlon, dans la maison du père de Claudio, dans la nuit du 8 mai, que le chapitre final de l'histoire va définitivement se refermer. Ce soir-là, pris d'un nouvel accès de colère sur fond de cuite épaisse, Claudio s'empare du premier objet qu'il trouve sur la table pour cogner sa compagne. Et cet objet, c'est un stylo à billes. Un bic, plus précisément. Petit, costaud et surtout très pointu. À l'arrivée des secours, le drame est consommé. Mélissa a pris la pointe en plein cœur et décède peu avant 2h du matin. Tu vas me manquer, petite sœur. A écrit sur Facebook son aîné dévasté. Une autre de ses sœurs ajoute « J'ai le cœur brisé pour ma nièce qui ne reverra plus jamais sa maman. Claudio, j'espère que tu resteras longtemps en prison. » Une amie de la disparue que nous avons pu rencontrer n'est pas tendre non plus avec le pseudo-guitariste de rock. Dès le début, je l'ai pas senti, cette ordure. J'avais raison. J'espère que justice sera faite. Mis en examen pour homicide, Claudio Martini, qui reste présumé innocent, dort aujourd'hui en prison, où les stylos laissés à disposition des détenus sont mous. Avec cela, il ne pourra faire de mal à personne. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés. Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une collégienne de 14 ans qui a été assassinée par un minable de 10 ans plus âgé qu'elle. Le mobile de ce terrible drame serait a priori la jalousie. Le Nouveau Détective présente la minute judiciaire par Michel Marie. Nous sommes à Frères en Tardenois, un petit village de l'Aisne qui compte environ 3000 habitants. C'est là que vivaient Chloé et sa famille, à une trentaine de kilomètres de Soissons. Lundi 4 mai, comme tous les jours, elle parcourt à pied les 700 mètres qui séparent sa maison du collège, le collège Anne de Montmorency, où elle est scolarisée. Ce trajet, elle le connaît par cœur, elle l'emprunte matin et soir tous les jours de la semaine. Ce lundi, comme tous les jours, elle part à 7h40. Son sac à dos rouge sur les épaules. Une copine marche à ses côtés, elle ne le sait pas, mais quelqu'un la suit. Les deux filles, à un moment, se retournent et reconnaissent immédiatement l'homme d'une vingtaine d'années, même s'il a pris le soin de dissimuler son visage avec un cache-cou. Il s'appelle Julien. C'est l'ex de Chloé. Ce matin-là, il ne se passera rien. Malgré son jeune âge, Chloé prend soin d'elle. Sportive et jolie,
Elle s'affiche bien apprêtée, coiffée, les ongles faits. Elle plaît et s'en amuse. C'est l'âge des premiers flirts. Elle affiche sa préférence pour les garçons plus âgés qu'elle. Bien sûr, pas un mot à ses parents qui sont bien loin de s'imaginer la terrible réalité. Début 2025, elle fait la connaissance de Julien. Une rencontre en ligne via un jeu vidéo, Fortnite. Elle a juste 13 ans, lui en a 22. Le jeune homme est ce que l'on appelle un zonard de campagne. L'équivalent des petites frappes, des petites racailles de cité, sauf que là, on est à la campagne. Il fume du shit, ne travaille pas, touche le RSA. Il est accro sur les réseaux, il vit de rien, s'alimente de ses fantasmes. Il écoute du rap toute la journée. On est loin du genre idéal. Alors il joue les bad boys, se réfère à des séries ultra-violentes et semble irrésistiblement attiré par les interdits. Comment a-t-il pu séduire Chloé ? La jeune fille se lance dans cette histoire, persuadée de vivre sa meilleure vie avant ses copines. À aucun moment, elle n'en mesure les conséquences. Elle a 13 ans. Et sans le savoir, elle s'engage sur un chemin dangereux, un chemin sans issue. Elle ne voit pas le piège qui est en train de se refermer sur elle. Depuis le début de leur relation, si on peut appeler ça comme ça, ils ont l'habitude de se retrouver le matin à 7h30 sur ce petit chemin, alors ils marchent ensemble jusqu'à l'école. Cette relation ne passe pas inaperçue au collège, la différence d'âge et surtout la réputation de Julien, connu pour ses violences et ses addictions. Dès le début, la relation est bancale, ils se disputent beaucoup, il lui arrive même parfois de lever la main sur Claude. Alors qu'il se montre jaloux, ça ne l'empêche pas de tenter de séduire d'autres jeunes filles du collège, et de préférence des copines de Chloé. Il utilise pour ça les réseaux, il installe des discussions sans fin avec les jeunes adolescentes, et termine assez rapidement par des propositions d'ordre plus intime. Un vrai gentleman. Lorsqu'il se prend un râteau, il devient menaçant et insultant. Il présente une forme d'intolérance à la frustration. Ainsi, il inonde d'insultes et de menaces les amis de Chloé qui l'ont repoussé. À l'une, il promet de la mettre sur le trottoir à Paris. Bref, les contenus de ses messages sont alarmants. Il semble s'exciter en terrorisant ses gamines. Quel dommage que cela ne se soit pas su plus tôt. Cette situation ne convient évidemment pas à Chloé, qui, petit à petit, prend quelques distances avec Julien. Et fin avril, elle décide de rompre définitivement avec Julien. Ce dernier réagit très mal à la situation et menace clairement de la tuer s'il la croise. Ce lundi matin, Julien ne tentera rien parce que Chloé n'est pas seule, il y a cette copine qui l'accompagnait, mais il va revenir le surlendemain, mercredi 6 mai. Cette fois, Chloé est seule, malheureusement. Alors il l'accoste. Il dira plus tard devant les enquêteurs qu'il voulait avoir une explication sur les raisons, les causes de la rupture. Mais il a un couteau sur lui et il va s'en servir à plusieurs reprises. Il va poignarder Chloé, puis il l'abandonne là dans ce petit chemin où elle va trouver à la fois la force et le courage de téléphoner à un proche et murmurer le nom de son assassin. Ce seront ses derniers mots. Les gendarmes se mobilisent, une chasse à l'homme s'organise avec même l'appui du GIGN venu en renfort. Puis l'homme est localisé assez rapidement à Soissons où il va être interpellé. Placé en garde à vue, il passe des aveux incomplets, mais des aveux tout de même. Et le juge d'instruction le met en examen pour assassinat, c'est-à-dire homicide volontaire avec préméditation, et le met également en examen pour sur mineur commis sur une personne ayant plus de 5 ans d'écart. Il s'agit d'une nouvelle disposition du code pénal qui remonte à 2021. Il a bien sûr été placé ensuite en détention préventive. Chloé avait 14 ans. Elle n'a pas vu le mal. Elle ne connaissait pas la vie, ni ses terribles travers. C'était encore une enfant. Si cette affaire vous intéresse, je vous invite à lire le reportage complet de Sixtine Lepère, à paraître dans le Nouveau Détective qui sort cette semaine. C'était ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre dossier. Et en attendant, afin de ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'actionner la cloche.
C'était la Minute Judiciaire par Michel Marie avec le Nouveau Détective, numéro 1 sur les faits divers en France. Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente 3 vies fauchées pour une rupture, une enquête d'Axel Vigneux. Matt marche depuis un long moment dans les rues d'Odessa, interminable ville des plaines arides du Texas. Le jeune garçon avance machinalement, le regard dans le vide. Mais ce n'est pas un zombie, parce que si ça ne se voit pas, intérieurement, il a le cerveau en ébullition et personne ne remarque son mal-être. Un ado à l'allure nonchalante et d'humeur sombre, quoi de plus banal? Nul ne repère sa main dans la poche de sa veste, bien dommage. Parce que ce qu'elle sert, ce n'est pas un portable, mais la crosse d'un revolver. Nul ne voit danser derrière ses yeux ses pensées venimeuses, entièrement tournées vers son irrépressible désir de vengeance. Ce mardi 9 décembre après-midi, Matt arrive devant son lycée et s'arrête, tendu tel un crottal prêt à bondir. Mais pour l'instant, il attend, puis s'impatiente. Et soudain, change d'avis. Ce serait trop facile de régler son problème comme ça. Caitlin n'aurait même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Or, il veut qu'elle souffre autant que lui, qu'elle n'oublie jamais la leçon. Alors, il tourne le dos à la grille du lycée et reprend sa marche. À 15 ans, on a le cœur qui s'embrase vite. Au premier flirt, on est tout feu tout flamme, mais le soufflet peut retomber d'un coup. Pourtant, Matt et Caitlin ne sont pas sortis ensemble longtemps, mais pour lui, il n'y avait aucun doute, c'était la femme de sa vie. Il était tellement fier. Et puis, un jour, alors qu'il ne s'y attendait pas, la jolie brune l'a plaqué, et ça lui a brisé le cœur. L'ado n'est pourtant pas un tendre. Lui, en tout cas, se voit comme un dur à cuire. Il veut qu'on le respecte. Il ne peut pas imaginer qu'on le quitte. Il n'accepte pas. Caitlin doit payer pour cet affront. Il sait maintenant comment il va s'y prendre. Matt avance résolument vers les 87th Apartment Homes. 4 immeubles modernes plantés au milieu de vastes parkings à la lisière du désert. Ce n'est pas tout près, mais sa fureur lui donne une énergie inépuisable. En arrivant, il se dirige sans mal dans le vaste complexe immobilier. Il faut dire qu'il connaît bien les lieux. Sans hésiter une seconde, il va droit vers l'appartement de son ex, Caitlin Rodriguez. C'est Jessica, 39 ans, la maman de Caitlin, qui lui ouvre. Habituée à le voir, la mère de famille ne s'étonne pas de le trouver là. Ah, bonjour Matt. Tu viens voir Caitlin ? C'est ça, oui. Ah bah désolé, elle n'est pas là. Si tu veux, tu peux attendre dans sa Elle n'a pas le temps de finir sa phrase qu'il dégaine son revolver, tel un mauvais cow-boy de série B. Il tire plusieurs fois. La pauvre femme s'effondre, interdite, trop stupéfaite pour se voir mourir. Puis l'adolescent enjambe son corps et pénètre dans le logement où il était jusqu'ici le bienvenu. D'un pas décidé, il entre dans la chambre des petits, Jacob et Kylie, 9 et 13 ans. Les enfants ont entendu les détonations, mais n'ont pas compris de quoi il s'agissait. En voyant entrer l'ex-copain de leur sœur, ils lèvent vers lui un regard interrogateur. C'est toi qui joues avec des pétards, Matt ? Le misérable les abat à leur tour, sans un mot. Il va alors dans la chambre de Caitlin et s'emplit les poumons de son odeur familière. Il s'assied sur le lit, satisfait. Voilà. Maintenant t'as ce que tu mérites. Fallait pas me quitter. Je t'avais prévenu. Maintenant, elle va regretter. Et savoir ce qu'il en coûte de quitter un homme comme lui. Elle n'aura qu'à s'en prendre à elle-même. Finalement, elle l'a bien cherché. 17h45. Le hurlement des sirènes tire l'adolescent de ses pensées. Les voisins ont tout entendu.
Ils ont appelé la police. Maître de lui, il se lève pour quitter les lieux et s'arrête un temps à l'aplomb du cadavre de Jessica. Désolé, mais fallait bien que quelqu'un paye. Pas de remords. Puis il l'enjambe et s'éloigne dans la rue. Quelques instants plus tard, 2 voitures de police pilent devant le 8740 Hunter Miller Way. Les agents en jaillissent, armes au poing, et se font indiquer l'appartement des Rodriguez. Ils butent sur le corps de Jessica, étendu en travers de l'entrée. Puis ils explorent les autres pièces, canon dressé, et découvrent les 2 petits, figés dans leur sang. Il n'y a plus rien à faire pour personne. Le logement est bientôt investi par une armée d'experts en blouse blanche, aux gestes bien réglés. Un périmètre de sécurité est établi autour du bâtiment et les voisins sont interrogés. Écoutez-moi, si vous avez vu quelque chose, il faut nous le dire très vite. Ce salaud a tué toute la famille Rodriguez. Officier, j'ai vu un jeune homme s'éloigner à pied. C'est quoi jeune pour vous? Je sais pas, entre 15 et 18 ans. Dans quelle direction? Il a pris la 5e vers l'ouest. Il doit pas être loin. Les policiers se lancent à sa poursuite et l'interceptent sur une avenue distante de 2 km, toujours en train de déambuler. Matt se laisse interpeller sans se rebeller. Amené au poste, il raconte froidement son expédition meurtrière. Il sait parfaitement ce qu'il a fait. Kathleen va tellement souffrir. C'était le but. Les policiers sont abasourdis par son ton détaché et la cruauté infinie dont il a fait preuve pour une simple amourette avortée. 3 vies fauchées pour une rupture. Comment en arrive-t-on à commettre une telle horreur? Aux États-Unis comme en Europe, le nombre de féminicides adolescents est en train d'exploser. Les adultes ont bien des questions à se poser sur la hiérarchie des valeurs qu'ils pensent encore transmettre. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés. Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dossier de pédocriminalité. Une affaire particulièrement choquante qui se déroule dans le nord de la France, à Tourcoing. À l'heure où ce type de crime fait beaucoup trop régulièrement la une de nos journaux, en effet, presque toutes les semaines, on peut voir ou lire à la rubrique des faits divers des récits absolument sordides, où des enfants de plus en plus jeunes sont victimes de gens dont le métier est de s'occuper d'eux. Le Nouveau Détective présente La Minute Judiciaire par Michel Marie. L'histoire que j'ai choisi de vous raconter aujourd'hui se déroule donc à Tourcoing. Il s'agit de Camille. Camille, c'est un homme de 37 ans. Et on lui reproche d'avoir agressé 18 enfants dans le cadre de son activité de babysitter. Camille est venu s'installer dans un immeuble du centre-ville de Tourcoing voilà quelques années. Il occupe un petit appartement au premier étage. Rapidement, il fait la connaissance de ses voisins. Il faut dire qu'il règne dans cet immeuble une ambiance conviviale, sympathique. Les uns et les autres se fréquentent, prennent régulièrement des apéritifs ensemble. Camille s'intègre facilement dans ce groupe dès son arrivée. Son voisin le plus proche est quand même intrigué par le comportement de Camille. Une sorte de 6e sens. Alors il décide de faire des recherches sur Internet pour tenter de découvrir s'il y a quelque chose qui cloche dans le passé de ce voisin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne va pas être déçu. En tapant le nom et le prénom de Camille, un lourd passé judiciaire apparaît. Le voisin découvre un article de Nice Matin, un compte-rendu d'audience qui remonte à 2020, où Camille a été condamnée à 5 ans de prison pour une agression sexuelle imposée à un mineur. Le tribunal avait également infligé aux condamnés l'obligation de respecter un suivi socio-judiciaire de 5 ans, incluant entre autres l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.
La condamnation entraîne automatiquement son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, autrement dit le FIJAIS. Il semble que les obligations qui lui ont été imposées ne se sont pas avérées suffisantes pour empêcher sa récidive. Et ça pose un problème lourd de conséquences. Aujourd'hui, Camille est poursuivie pour viol et agression sexuelle à une période où ce type d'actes, malheureusement, se multiplie en milieu périscolaire partout en France. Camille a fait l'objet d'une surveillance attentive de son voisin, qui est intrigué par son activité. Camille a tenté d'endormir son voisinage, il est un peu mythomane, il affirme s'être lancé dans des études de marketing, il évoque un niveau supérieur, un master, soit un bac+5, et il travaillerait dans un magasin de chaussures en alternance. Mais en fouillant plus avant, le voisin retrouve trace d'une accusation à l'encontre de Camille pour un viol et une agression sexuelle sur un mineur à l'été 2014 dans un centre aéré de Poitiers, dans le département de la Vienne. Le voisin est encore plus étonné lorsqu'à l'occasion d'un dîner, il apprend que Camille envisage de se lancer dans une PMA, donc une procréation médicalement assistée. Il dit aimer les enfants. Et c'est à ce moment-là qu'il confie qu'il exerce comme babysitter. Il montre même à son voisin, qu'il prend pour un ami, des photos des enfants dont il s'occupe. Et en attendant, tous les week-ends, tôt le matin, Camille monte sur sa trottinette. Il se rend à Marquette-les-Lilles pour garder des enfants. Il a un site Facebook et utilise la plateforme de mise en relation Nounou Top pour proposer ses services. Le voisin, de plus en plus méfiant, vérifie son profil, regarde son CV, son parcours, et là, il découvre que Camille présente des éléments complètement erronés, notamment une expérience dans le secteur de la petite enfance à une date où il était incarcéré pour son affaire de Nice. Cela devient de plus en plus compliqué pour ce voisin. Que Camille exerce comme babysitter, pour le voisin, c'est comme un coup de tonnerre dans ses oreilles. Il a compris que c'était grave, que c'était sérieux, que ça n'allait pas. Et le secret devient de plus en plus lourd à porter pour cet homme qui souffre par ailleurs d'une maladie chronique un peu handicapante. Alors il demande auprès d'un de ses proches un avis éclairé. Et on lui conseille sans aucune hésitation de faire part aux policiers de ses découvertes, de ses soupçons, et parallèlement aussi peut-être de se rapprocher des autorités judiciaires de Nice. La police de Tourcoing a très vite réagi. Le voisin a donné absolument tous les détails dont il disposait, et le simple fait que Camille soit sous le coup d'une interdiction totale de rentrer en contact avec des mineurs alors qu'il semble établi dans une activité de babysitter éveille sans surprise les soupçons des enquêteurs, et ils n'en sont qu'à leur début. Commence une longue enquête qui met en lumière qu'entre mars 2023 et décembre 2025, Camille, via la plateforme Nounoutop, a été en contact avec 44 familles qui ont eu recours à ses services de babysitter au total. Il a gardé 58 enfants. Et sur les 58, 18 semblent avoir été agressés. Il s'agit d'au moins 3 viols, et probablement pour le reste d'agressions sexuelles. La première plainte a été déposée en décembre 2025 par une mère de famille d'un enfant de 2 ans et 10 mois que Camille aurait violé, ou en tout cas agressé. C'est un dossier tentaculaire qui a bien évidemment entraîné l'arrestation de Camille, son placement en garde à vue et sa mise en examen. Le suspect a nié l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, il a exercé son droit au silence. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs ont trouvé des images d'atteintes sexuelles sur un animal domestique. Son attitude devant les enquêteurs ne surprend pas son voisin qui le décrit comme quelqu'un de très intelligent, qui s'arrange avec la vérité et qui vit dans son monde de pédophile. Et le voisin de conclure, il est malade. Camille se trouve en état de récidive et pour ces faits qui lui sont reprochés, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Vous voyez, ce dossier pose quand même une véritable question sur la responsabilité des plateformes de mise en relation entre les parents et les babysitters.
Il semble qu'aucune vérification ne soit faite sur le passé des individus qui proposent leurs services. Et quand on connaît le nombre de déviants qui s'intéressent à la petite enfance, ça fait froid dans le dos. Moi, je suis persuadé que ce dossier n'est pas unique, que des Camille, il en existe des centaines, peut-être des milliers, à la fois en France mais aussi dans le monde entier, et que nos services judiciaires ne sont pas adaptés ou pas suffisamment adaptés pour les détecter et les empêcher de poursuivre leurs activités criminelles. Il ne faut pas oublier dans ces affaires que l'enfant qui a été victime, quel que soit son âge, on a des tout petits qui ont quelques mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à 5 ans. Ce sont des agressions qui les marquent à vie, le traumatisent à vie et foutent leur vie en l'air. Je pense en résumé que les obligations sont insuffisantes pour exercer ces contrôles. Quand on condamne un individu à une peine pour agression sexuelle ou pire pour viol, et qu'on lui interdit d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, aucune vérification n'est faite après pour s'assurer qu'il respecte les termes de sa condamnation. Le résultat, c'est la multiplication d'affaires comme celle que je suis en train de vous raconter. Alors pour conclure, on ne peut que féliciter ce voisin courageux qui a détecté quelque chose qui n'allait pas dans le comportement de Camille et qui a mené des investigations, des vérifications sur Internet, à hauteur bien sûr de ses moyens, et qui a découvert son passé judiciaire. Alors il l'a surveillé, lui a tiré les verres du nez avant d'aller frapper à la porte du commissariat. Il a eu ce courage-là. Et en ayant eu ce courage, il a probablement, par son comportement, sauvé d'autres enfants qui auraient pu être victimes à leur tour. C'est un acte de civisme qu'il convient de saluer, parce qu'on ignore combien de temps encore Camille, le babysitter, aurait pu continuer à assouvir ses fantasmes sans être inquiété. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Et en attendant, afin de ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'actionner la cloche. C'était la Minute Judiciaire par Michel Marie avec le Nouveau Détective, numéro 1 sur les faits divers en France. Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente le quadruple meurtre de l'apprenti criminologue. Une enquête d'Axel Vigneux. À chaque fois que sa silhouette apparaît, les policiers croisent les doigts. Depuis leur planque, ils scrutent chaque mouvement du jeune homme, et en particulier ses gants de latex et ce bonnet épais dont il ne se sépare jamais. Des gants et un bonnet. Rien de bien surprenant vu le froid qui règne sur les États-Unis en ce mois de décembre 2022. Sauf que Brian Koberger ne les porte pas seulement quand il se balade dans les rues de Pullman, sa petite ville de l'État de Washington au nord du pays. Non, le jeune homme de 28 ans les porte aussi sur les bancs de l'université, au supermarché quand il fait ses courses, quand il dîne chez ses parents, et pourquoi pas dans son bain, allez savoir. Or, il n'y a qu'une explication à cela. Koberger sait qu'il est suivi, épié, et il ne veut surtout pas offrir aux policiers le moindre fragment de son ADN, le moindre cheveu, ni même la moindre goutte de sueur. Mais les policiers savent bien que ce n'est qu'une question de temps, et que tôt ou tard, il commettra bien une erreur. Et c'est à ce moment-là que la police découvrira si c'est bien lui, le responsable d'un de ces terribles bains de sang qu'a connu l'Amérique ces dernières années. L'histoire commence à côté de Moscow, dans une petite ville située juste derrière la frontière de l'Idaho. Ce matin du 13 novembre, Maddie Mogen, Kaylee Concalves et Xana Kernodle, 3 étudiantes sans histoire, sont découvertes poignardées dans leur lit dans la vaste maison de King Road qu'elles partageaient en colocation avec 2 autres filles. Ethan Chapin, le petit ami de Xana venu passer la nuit sur place, a lui aussi succombé. Seuls Dylan et Bethany, les 2 filles qui dormaient au rez-de-chaussée, ont échappé aux tueurs. Dans les chambres des victimes, situées au 1er et au 2e étage, il y a du sang partout. Sur les murs, le sol, les meubles. Il y a même du sang qui s'est échappé de la visserie et coule sur la façade extérieure.
Les policiers de Moscou, qui n'ont pas eu d'histoire d'homicide sur les bras depuis plus de 10 ans, se retrouvent désemparés face à une affaire d'une telle ampleur. Ils font donc appel au FBI. Mais même pour les meilleurs spécialistes, le scénario du quadruple meurtre demeure incompréhensible. D'abord, il n'y a pas de mobile apparent, rien n'a été volé dans la maison et aucune des filles n'a été agressée sexuellement. Ensuite, il n'y a aucune trace d'effraction. Le tueur est vraisemblablement entré par la porte-fenêtre coulissante d'une des victimes au 2e étage. Mais comment savait-il qu'il la trouverait ouverte ? Pourquoi, s'il venait tuer tout le monde, a-t-il épargné les filles au rez-de-chaussée ? Plus surprenant encore, les enquêteurs apprennent en interrogeant les 2 colocataires survivantes que Dylan a été réveillée par des bruits de bagarre provenant de l'étage vers 4 heures du matin cette nuit-là, et qu'en sortant de sa chambre, elle est tombée nez à nez avec le tueur. Un homme habillé tout en noir et portant un masque. Mais le suspect l'épargne, s'enfuyant rapidement par la porte-fenêtre. Pétrifiée, l'étudiante se serait alors barricadée dans sa chambre. Elle attendra le lendemain matin, peu avant midi, pour enfin prévenir la police. Pourquoi un tel laps de temps ? Mystère. Elle et Bethany sont en tout cas rapidement innocentées. Les pistes d'un ex jaloux, à un temps envisagé, ne donnent rien. Les jours passent. À Moscou, la pression monte, ainsi qu'à l'université de Washington voisine, où un début de psychose gagne les étudiants. C'est là que les 4 victimes suivaient leur cursus. Plus largement, ce sont bientôt tous les États-Unis qui se passionnent pour l'affaire. Les photos des colocataires, des ravissantes gamines dans la fleur de l'âge, sont diffusées sur toutes les chaînes de télévision et circulent sur les réseaux. L'Amérique exige que l'on résolve ce mystère. Pressés par leur hiérarchie, les enquêteurs parviennent à isoler ce qu'ils pensent être l'ADN du tueur dans une des chambres du massacre. Malheureusement, l'empreinte n'est pas répertoriée au fichier national. Mais des recherches approfondies par Parentel, via les sites de généalogie, désignent la famille Koberger, dont la plupart des membres résident à Pullman, à seulement 5 km de la scène du crime. Il s'agirait donc de l'un d'entre eux, un père, un oncle ou peut-être un cousin. Or, dans le lot, il y a un mystérieux candidat au titre de suspect idéal. Né en 1994, Brian Koberger a connu une enfance difficile. Autrefois riche, ses parents se retrouvent ruinés par la crise financière de 2008 et quasiment à la rue, alors qu'il n'a que 14 ans. Une déchéance qu'il vit comme une humiliation et qui vient s'ajouter à un autre problème plus intime. Obèse, mal dans ses basques, Brian est la risée de son collège et la cible désignée de tous les harceleurs. Solitaire, renfermé, il se réfugie dans le travail et affiche des bulletins de notes exceptionnels qui ne font que l'isoler davantage. À l'âge de 17 ans, il réussit une prouesse qui, espère-t-il, va bouleverser sa vie. En l'espace de quelques mois à peine, il parvient à perdre plus de 30 kilos. Cette stupéfiante métamorphose résulte d'une discipline de fer. Devenu végétalien, Brian gère son alimentation avec une rigueur militaire, exigeant de ses parents qu'aucun aliment carné n'approche sa propre nourriture. Des consignes qui trahissent une autre évolution, psychologique celle-là. Autrefois timide et maladroit, Brian est désormais un jeune adulte autoritaire et cassant. Il pratique la boxe et manifeste une nouvelle assurance. Les garçons, il les intimide pour chercher la bagarre. Quant aux filles, il les entreprend avec brutalité, les traitant de putes ou de salopes si elles refusent ses avances. Un comportement qui ne va qu'empirer. À l'université de Washington, où il s'inscrit juste après le bac, Brian se forge la réputation d'un sale type qu'il vaut mieux garder à distance. L'ancien petit gros est devenu longiligne et musclé, mais certaines choses demeurent, à commencer par sa solitude et l'excellence de ses résultats scolaires. Premier dans tous les classements, il opte pour un cursus de criminologie et rédige sa thèse de doctorat sur la psychologie des tueurs en série. Nous sommes alors en 2020. Tout à ses recherches, Koberger commence à correspondre avec plusieurs serial killers incarcérés aux États-Unis, notamment Denny Rader, dit BTK, condamné pour 10 meurtres et rendu célèbre par les tortures infligées à ses victimes. De lui,
le jeune étudiant veut tout savoir. Quels étaient ses sentiments au moment de passer à l'acte, ses modes opératoires, comment il a effectué ses repérages. BTK se prend au jeu et lui délivre un vrai cours magistral. Comment je suis devenu une des pires ordures de la planète. Mais le souci, c'est que Koberger ne veut pas s'arrêter là, ni même utiliser ses connaissances pour entrer au FBI. Non, ce dont il rêve maintenant, c'est de devenir l'égal de son mentor. Autant dire qu'après le massacre de Moscou, une fois l'ADN de la famille Koberger identifié, ce Brian constitue un suspect de choix pour les enquêteurs. On le fait suivre, mais le jeune homme s'en aperçoit. Et c'est ainsi que, pendant plusieurs semaines, il ne met plus les pieds dehors sans porter des gants et un bonnet pour ne laisser derrière lui aucune empreinte génétique. Brian devrait pourtant avoir retenu une chose de ses chères études. Le crime parfait n'existe pas. Le 30 décembre dernier, le jeune homme est arrêté chez lui et inculpé pour le quadruple meurtre. Le FBI dit l'avoir confondu grâce à son ADN identifié sur le manche d'un couteau retrouvé près des corps de Maddie et Kylie. Il a matché avec celui prélevé sur les poubelles du suspect. D'autres éléments sont venus depuis consolider le dossier. La téléphonie d'abord. Même si Koberger a pris soin d'éteindre son portable la nuit du quadruple meurtre, les données collectées montrent que durant les semaines précédant le massacre, l'homme a longuement étudié les allées et venues des victimes. Sa voiture ensuite, selon les images de vidéosurveillance, sa voiture, une Hyundai Elantra blanche, était près de la maison des étudiants entre 3h29 et 4h20. Mais pourquoi a-t-il fait cela ? Une de ses jolies filles lui avait-elle collé un râteau ? Peut-être. Ou peut-être tout simplement pour imiter RTK. Si tel est le cas, c'est raté, car c'est en prison qu'il devra maintenant trouver de quoi étoffer son palmarès. En attendant, Madison, Kylie, Xana et Ethan ont vraiment tiré le plus mauvais ticket à la loterie du destin. Les 4 jeunes gens étaient beaux, épanouis, bien dans leur peau et effrontément heureux. Tout ce que leur assassin a toujours voulu être sans jamais y parvenir. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.